et le christianisme. Ces deux religions ont deux ouvrages, le Coran et la Bible. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas parce que vous avez lu la Bible que vous pouvez faire tout ce qu'un pasteur fait. Ce n'est pas parce que vous avez le Coran entre les mains et que vous le lisez que vous pouvez faire tout ce qu'un imam ou un marabout fait. Et il faut bien comprendre que du point de vue de l'islam, le mot marabout n'a pas la même définition que dans le français courant, où on pense que le marabout c'est un maléfiste, quelqu'un qui fait des choses bizarres. Non, le marabout dans la religion musulmane, c'est en fait le dépositaire de la connaissance islamique. Mais c'est pas... Donc il y a toujours l'aspect initiatique. En fait, le problème pas que c'est un problème, la particularité de nos traditions, c'est qu'il n'y a que l'aspect initiatique. Il n'y a pas l'aspect codifié. Parce que le visage codifié crée un lien de confiance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai à te dire. Ça crée un lien de confiance. Ça crée même un lien de copropriété. C'est-à-dire que je suis membre de quelque chose. Quand un chrétien a sa Bible et qu'il est baptisé, il sait qu'il fait partie d'une famille. Même chose pour le musulman. Le problème de la tradition, c'est que on a beau être africain, camerounais, tout ce que vous voulez, on n'a pas toujours ce sentiment intérieur d'appartenir à la même famille. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a les initiés. Et nous, de temps en temps, on va vers eux. Un jour, je discutais avec Mbok Basson. Et on est arrivé à Edea, on était dans le bus, et on est allé visiter, il avait créé un centre de spiritualité. Et à l'entrée, je lui ai dit, et on avait le débat, les religions importées, et je lui ai dit, Mbok, il y a déjà un problème là à l'œil nu. C'est que la mosquée, c'est un espace déjà bien bâti et tout propre. L'église, espace bien bâti, propre. Tout ce qui a trait à la tradition est toujours un genre. Parfois, on ne trouve pas nécessité de mettre l'électricité. Parfois, on ne trouve pas nécessaire de balayer. Il y a toujours des choses un peu un genre. Donc, parfois, c'est plus austère qu'accueillant. Et je lui ai dit, ça c'est de la com. Hein. Je lui ai dit, voilà un truc par exemple que la tradition pourrait apprendre. La com, c'est-à-dire l'accueil des espaces d'accueil. Maintenant, quand on parle de codification, il y a plein de choses dans la tradition qu'on peut déjà codifier. Seulement les herbes, vraiment les herbes, les vertus des herbes. Les vertus des herbes. On peut même déjà écrire dans des documents que telle herbe qui s'appelle comme ça, voici sa photo. Si tu vas en brousse, tu trouves cette herbe, tu la frottes comme ça, tu mets dans l'eau, tu bois, tu es guéri. Pourquoi faut-il toujours donner l'impression que l'herbe là, pour qu'elle ait de l'effet, il faut qu'on la cherche, qu'on fasse 3 tours autour d'une pierre pour que l'herbe là... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a une forme de culture, de l'austérité, de l'opacité. Et c'est ça qui alimente en partie, hein, je ne dis pas totalement, qui alimente en partie autre chose. Moi, je vais vous dire, je viens d'une partie du pays où parfois les dépositaires de la tradition inspirent plus la peur que la confiance. C'est-à-dire que leur réputation est toujours un peu craintive. C'est-à-dire que on vous parlera plus du mal qu'il a fait que du bien qu'il a fait. On vous dira, par exemple, si vous le doigtez, quelque chose va vous arriver. Si vous le regardez dans les yeux, quelque chose va vous arriver. Donc, chaque fois qu'il arrive, vous vous mettez sur vos gardes. Ce n'est pas forcément la même attitude qu'a un musulman quand il voit venir l'imam ou qu'a un chrétien lorsqu'il va vers le prêtre ou le pasteur. Vous savez, et moi je pense que l'État doit pouvoir se mêler de ces choses-là aussi. Je partage avec vous des réflexions qu'il y a dans l'ouvrage, hein, ce que j'ai vu, le manifeste de la rupture et du progrès. Ces réflexions sont là-dedans.
C'est pour ça que nous proposons la codification. Alors, évidemment, il faut revoir la chefferie traditionnelle. Bon, c'est clair. Parce que la loi, c'est pas une loi, c'est un décret, je crois de 77 qui organise, ou 77, qui organise la chefferie traditionnelle, dit, bon, nomme la chefferie traditionnelle. Mais en quoi la chefferie est-elle traditionnelle? Mais il y a même autre chose que moi je trouve aberrant. C'est qu'il y a la chefferie traditionnelle de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré. Bon, moi je me suis demandé par exemple le Poulakou, qui est la tradition Peul. Bon, il y a le Poulakou de premier degré, le Poulakou de deuxième degré, le Poulakou de troisième degré, le Mbok qui est la tradition Bassa. Je cherche toujours où se situe le Mbok de premier degré, de deuxième degré ou de troisième degré. Tout ça, c'est des amalgames créés par l'héritage colonial où on a amalgamé plein de choses que nous proposons de changer. Il faut revoir. La chefferie traditionnelle doit être le sanctuaire de notre identité, où nous allons nous ressourcer, où nous allons nous réenraciner, où nous amenons nos enfants retrouver leurs racines. Donc, évidemment, il faut cesser d'auxiliariser les chaufferies traditionnelles. Si l'État a besoin d'agents publics dans les villages, il n'a qu'à les nommer. Pas de prendre des gens qui sont supposément dépositaires de la tradition et en faire des auxiliaires d'administration. En fait, c'est pour les ridiculiser et c'est pour ridiculiser la tradition. Moi, j'ai de la peine lorsque je suis devant le roi des Bamoun à le voir comme un auxiliaire d'administration. Vraiment, je vois le roi des Bamoun. Je ne vois pas un auxiliaire du sous-préfet. Je vois le roi des Bamoun. Quand je vais à la rencontre du roi Soukoudjou, est-ce que je vais vers un auxiliaire du sous-préfet? Je vais vers une autorité de la tradition. Donc je crois que c'est important. J'espère, j'ai été un peu long, mais je crois qu'on s'est compris. Alors, Jules, oui, j'avais déjà répondu. Alors, sur la complexité de la décentralisation. La complexité de la décentralisation. Il n'y a aucune complexité. C'est de l'impuissance apprise. On nous fait peur pour rien. Et puis, on cultive une hypocrisie inutile. Tell me, where are you from? Boyo division. Boyo division. Where are you? What are you? Ambassa and you? You are Mbum. B-U-M. You are Mbum. So you speak, what is your language? The name of your language? The Mbum language. You know, in this country, when you say Ambassa, it's because you speak Bassa. When you say Mbum, it's because you speak Mbum. Are you happy or not to be a Mbum man? Of course I am. Of course, you are. You are happy, proud to be a Mbum. And you will fight to preserve Mbum culture, Mbum identity. What is the problem? So maybe I should clarify my question. Yes, go on. Because I was like going through the document. Yep. And I was looking at how the different communities Regions, yes. will be brought about. Mm-hmm. And now you see something like 25 or 30 that will be grouped with administered. And I take, for instance, my division that I come from, we have the Boom, we have the Com, we have the Bessa. Now, how do you merge that and then be able to satisfy the different communities that are there with the community federalism or community decentralization? So that's the angle of my question. Okay, in Bui division, you are there with Mbum, Com, And Bessa. and Bessa. Yes. Okay. You are living in peace, right? You live in peace, but you will stay like that. You will stay like that. What I'm proposing is just to transform Bui division in region, Boyo division in region. We will have
the region of Boyo. That's all. Ce que nous disons, c'est que nous supprimons les 10 régions actuelles. Nord, sud, est, ouest, nord-ouest, sud-ouest et autres. Nous les supprimons. Are you listening? Nous supprimons les 10 régions et nous restons avec 58 départements, dont Boyo. And we transform all these divisions in regions. That's all. And by the way, we will merge 2 regions, new regions. Tell me, the neighbor, the divisions which are the borders with Boyo division. You have Menchum and Bui division. Okay. What are the people in Menchum? I think they have different communities. Different communities. Okay. If they are different, we will not merge them. But if they are the same, we will merge them. Let me give you another example in the south region. You have Jailobo region. Don't forget that we have eliminated the 10 regions and we have transformed divisions in regions. So now Boyo is a region. Jailobo in the south is a region, a new region. And Villa is also a new region. But in Jailobo and in Villa, you have the same people. You can merge them. Okay. You will not have any problem. Okay. If it is possible, if it is necessary to merge, we will merge. If not, the region will stay like that. That's why nous partirons de 58 à 25. Parce que dès que vous avez déjà mis Jailobo et Villa, vous êtes déjà passé à 57. C'est juste un exemple. Si vous mettez Nyong Eso et Mefo Akono, Mbalmayo et Ngumu. Si vous mettez, là je vais à l'extrême nord, Mayo Kani et Mayo Danai, same people, on ne fait que descendre. Si vous mettez Nyong Ekele Sanaga Maritime, d'ailleurs on a dit que j'ai écrit ça seulement pour ça, vous baissez. Alors prenez le cas par exemple de l'Ouest. Pour moi, la région actuelle de l'Ouest ne doit avoir que 2 régions. Ne doit être divisée en 2 régions. La région Bamoun et la région Bamileke. Tout simplement. Et vous faites ça partout. Là où on peut agglomérer, on agglomère. Et je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Parce que je crois que c'est là que c'est important. Pourquoi nous pensons que le fédéralisme doit être articulé sur la communauté? Mais je rappelle au passage que dans la réforme que nous apportons, on n'aura plus de régions anglophones et de régions francophones. 2 raisons. C'est que par exemple, lorsque vous allez reconstituer la région Sawa, vous aurez des anglophones dedans. Quand vous allez reconstituer la communauté Sawa, vous aurez des anglophones dedans, vrai ou faux? Quand vous allez reconstituer la région Bamileke, vous aurez des anglophones dedans, vrai ou faux? Pour régler le problème français et l'anglais, c'est même pas un problème, mais supposons qu'il y en ait. Il faut décider de la rentrée prochaine, c'est-à-dire je suis élu le 12 octobre 2025. À la rentrée de 2027, 2026, 2027, je décrète que le français et l'anglais sont appris à l'école au même moment dès la maternelle. C'est tout, hein? 10 ans plus tard. Quel est le temps qu'on met de la maternelle au bac? Bon, arrondissons à 15 ans. 15 ans plus tard, dans ce pays, vous aurez une génération totalement bilingue. Tout le monde sera anglophone, tout le monde sera francophone. Donc, pour moi, c'est même le problème le plus facile à régler. C'est pour ça que je dis souvent que le fédéralisme communautaire va régler de façon définitive la crise anglophone.
Deuxième chose, la décentralisation, qui est liée à la crise anglophone. Parce que la crise anglophone n'est pas qu'une crise culturelle et linguistique. C'est une crise structurelle, la décentralisation. Ce que nous appelons, et vous avez posé la question entre fédéralisme communautaire et décentralisation communautaire. La décentralisation communautaire, c'est donc ce que nous appelons la décentralisation aboutie. Nous expliquons ça très clairement dans le document que vous avez entre les mains. Comment nous allons donner le pouvoir aux régions. Chers frères et sœurs, Dieu n'était pas fou de nous créer dans la diversité. Tous les pays de diversité dans le monde ont adopté le fédéralisme. Parce que c'est le fédéralisme qui est le mode d'organisation de l'État. L'organisation de la diversité au sein d'un espace territorial partagé. Et l'avantage de la diversité, c'est quoi? C'est qu'il suffit de donner la possibilité à chaque entité de faire le meilleur d'elle-même. Pour arriver à ce résultat, il faut décentraliser. Regardez à quoi est réduit aujourd'hui l'élection présidentielle. L'élection est devenue une cour. Il y a des communautés pour c'est au pouvoir que tout aussi. C'est même pour du pouvoir. Ah, vous voyez, là, on répond ensemble, vous voyez que le problème existe. On aura le pouvoir. Organiser de sa réalité, sa singularité, sa spécificité. Dans la chasse, d'autres dans la culture, d'autres dans les affaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Donnons juste la possibilité à chacune de ces communautés de donner le meilleur d'elle-même. Qui gagne? C'est l'État. Et c'est nous tous qui gagnons. En fait, oui, c'est sur un média que je le disais récemment. Pourquoi dans un pays comme les États-Unis, un homme et sa femme peuvent devenir président? Chez nous, si la femme d'un ancien président essaye d'être président, ça va être vu comme une provocation. Ou si le fils d'un ancien président, d'ailleurs on a vu ça essayer à un moment, les gens disent que vraiment la provocation a des limites. Pourtant, en France, je veux dire aux États-Unis, ça se fait. Vous savez pourquoi? Parce que globalement, les Américains s'en foutent. En fait, un Texan, quand il vit au Texas, le Texas c'est un État, à sa tête un gouverneur qui est Texan. Ils ont là-bas le pouvoir de gérer les problèmes du Texas. En fait, un Américain vit au Texas comme si l'État fédéral n'existait pas. Parfois, l'État déclenche même une guerre quelque part dans le monde. Les Américains ne sont pas au courant. Parce que leur vie est gérée par l'administration de leur État. Et c'est ce qu'il faut faire au Cameroun. Une fois que les régions sont... On n'invente pas la roue, on va faire exactement ce qui se fait en Afrique du Sud. Ce qui se fait exactement la même chose en Espagne où il y a 17 régions communautaires. On va faire exactement ce qu'il y a en Suisse avec les cantons. Pour ne prendre que ces exemples, j'ai oublié l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, c'est carrément le fédéralisme ethnique qu'ils appliquent. Carrément. Parce que chez nous, si on voulait appliquer le fédéralisme ethnique, ce sont les communes qu'on allait transformer en régions. Parce qu'en fait, quand vous dites que je pars à Douala, c'est comme si vous disiez que je pars en Boum. Tiens, votre langue c'est Boum, non? Quand vous dites que je m'en vais à Douala, c'est comme si vous disiez je m'en vais en Boum. Quand vous dites que je m'en vais à Bafia, c'est comme si vous disiez je m'en vais à Eton. Pourquoi? Parce que ceux qui ont découpé les communes au Cameroun délimitaient les communes par l'espace occupé par une ethnie. Comme les Bafia étaient à un endroit, on a dit que bon, l'endroit là s'appelle Bafia. Les Douala étaient à un endroit, on a dit que l'endroit là s'appelle Douala. Les Bangante étaient à un endroit, on a dit que l'endroit là s'appelle Bangante. Qui est mort? Qui est mort au Cameroun? Le Nyong-Ekele que vous voyez là, c'est 10 arrondissements qui sont tous Bassa. En fait, on aurait pu appeler
le Nyon Ekele, comme Douala, Bassa. Et au lieu de Ezeka, Ngokmapoubi, on aurait pu faire comme à Douala, Douala premier, Douala deuxième, Douala troisième, on aurait pu faire dans le Nyon Ekele, Bassa premier, Bassa deuxième, Bassa troisième. Qui serait mort? Personne. En fait, on veut nous donner l'impression que ça fait peur. Il n'y a aucune peur. Merci d'avoir posé la question. Il n'y a aucune peur. Au contraire, si nous voulons que ce pays accède à la puissance, il faut donner la possibilité à ces communautés de se libérer. Il faut libérer les énergies des communautés. Regardez comment ça nous a sauvés pendant le Covid. Chaque communauté avait son remède contre le Covid. Vous avez oublié ça? Vous imaginez la puissance de l'industrie pharmaceutique qui peut se dégager en donnant la possibilité à chaque communauté d'investir dans ce domaine? Non, vous n'avez pas idée. Les gens partiront de partout dans le monde pour venir ici chercher la médecine camerounaise, comme on va chercher la médecine indienne, japonaise et chinoise maintenant. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Merci encore de m'avoir posé cette question. Voici alors les questions des problèmes. Qui a fait? Et est-ce que c'est réalisable? Je vais vous lire ce qui est même écrit dans le document que je vous ai donné parce que je vous voyais venir. Page 14. Nous disons, beaucoup vous diront c'est impossible. Page 14. Beaucoup vous diront c'est impossible. Mais nous savons que c'est possible si nous faisons trois choses. Réorienter nos dépenses publiques. Moins de gaspillage, moins de prestige inutile, plus d'investissements productifs. Si nous luttons contre la corruption, chaque franc détourné est une école non construite, un emploi non créé. Nous instaurerons une transparence totale dans les marchés publics. Si nous mobilisons les financements intelligents, les ressources budgétaires propres à travers une politique fiscale adéquate, ce que je vous ai expliqué, des partenariats publics-privés, la mobilisation de l'épargne nationale, les investissements de la diaspora, vous verrez que c'est un des leviers, je crois que c'est le 11e ou le 12e, où nous parlons de la plurinationalité, la transformation de nos ambassades en poste avancé du rayonnement économique de la diaspora, les ressources du secteur privé, nous en avons parlé tout à l'heure, les ressources du marché financier, vous verrez dans le programme ce que nous pensons des marchés financiers, les ressources de la coopération bilatérale et multilatérale. Donc, n'ayez pas peur. Un pays de même niveau de développement que le Cameroun, qu'est la Côte d'Ivoire, a 15 000 milliards de budget annuel. Pays de même niveau de développement. Je ne sais pas s'il y a ici des gens qui sont allés en Côte d'Ivoire. Quand vous atterrissez en Côte d'Ivoire, vous avez à Abidjan, vous avez l'impression que vous avez atterri à Douala. Et quand vous circulez en Côte d'Ivoire, quand vous partez d'Abidjan pour Yamoussoukro, en dehors de l'autoroute qui existe là-bas et qui n'existe pas ici, vous avez l'impression que vous partez peut-être de Yaoundé pour Malmayo, par exemple. Tellement c'est la même chose. C'est pour ça que la PHP que nous avons existe là-bas. Enfin, il y a tout semblable. Comment ils font? C'est parce qu'ils ont commencé à digitaliser et qu'ils ont investi dans des secteurs productifs. Nous, on n'investit pas dans les secteurs productifs. Donc, n'ayez pas peur. Je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire, je peux passer à un document qu'on ne vous a pas donné, qui est celui-ci, mais peut-être qu'on va aussi le rendre public, qui est intitulé « Où allons-nous trouver l'argent pour financer nos promesses ?» On a un document pour ça, je pense qu'il faut qu'on vous le donne, où nous disons nous avons d'ailleurs dit à pratiquement 8 000 milliards et nous démontrons comment en 2 ans l'optimisation de l'assiette, de la gestion, du contrôle de recouvrement des recettes fiscales internes, nous l'avons dit, voilà, où nous serons portés à 8 000 milliards par an dès 2028. Nous expliquons tout, schématiquement. Les mesures de politique fiscale, tout est dans ce petit document que nous avons fait également, que nous allons mettre en circulation, que nous allons envoyer aux journalistes pour que vous lisiez également. Tout ça pour que vous n'ayez pas peur. Maintenant, je vous remercie de trouver que notre travail est tellement de haute facture que nous-mêmes nous sommes incapables de le faire et qu'il faut absolument que nous cherchions un cabinet. Il y a une chose que j'aime dire quand je suis sur le terrain. Je veux être le président qui connaît le Cameroun et je veux être le président que le Cameroun connaît.
Monsieur Samuel Bonjok, je sais que vous avez posé la question pour me faire parler, puisque je vous connais. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je vous connais très bien. Quand je dis que je vous connais très bien, c'est parce que nous nous sommes vus plusieurs fois. Vous êtes dans cette salle, la plupart des journalistes qui sont là, Serge, Aimé, Jules, vous me connaissez. Donc, je suis l'un. Vous, la presse, puis il est passé à tel point, parce que ma progression était visible sur télé et de radio. Une chose caractérise la dynamique que je porte, c'est le travail. Nous pensons qu'il faut mériter la confiance des Camerounais. Regardez tout ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale. D'aucuns disaient que c'était inutile, non? Les démonstrations que nous avons faites sur l'augmentation du... Quand il y a eu augmentation du prix du carburant, nous avons dit que c'était attaqué. Personne. Parce que c'était d'une violence inattaquable. Nous parlons... Lisez bien le document. Nous avons mis en circulation, mais je pense même qu'on va mettre ce document en circulation. Le PV qui a été établi par l'administration douanière sur l'affaire Glencore. Nous disons ça dans le document que nous avons donné vers la fin. C'est intitulé « La manne opportune » où l'État du Cameroun demande à Glencore de nous rembourser 711 milliards au titre du principal qu'ils nous ont spolié de 2006 à 2016 et 10 000 milliards au titre des amendes. Parce qu'eux, ils n'ont travaillé que sur la douane. Nous, nos experts dans le parti, ont fait le même calcul, cette fois sur ce qu'ils nous doivent en termes d'impôts et de fraude sur l'impôt. Et nous avons trouvé que nous pouvons encore nous faire payer au moins 900 milliards. C'est dans le document que je vous ai donné, avec tous les calculs, hein. C'est arithmétique. C'est-à-dire qu'on cite l'infraction, on donne le calcul qui est souvent fait et on déclare au pays. Donnez-moi le pouvoir le 12 octobre 2025, je prends cet argent. Tiens, vous qui me dites tu vas prendre l'argent où? Je le prends déjà. Ça, c'est réalisable, puisque c'est déjà calculé. Et le PV ne fait même pas l'objet de contentieux, parce que lorsque la douane établit ce PV, il y a 8 jours, l'autre partie, donc Glencore. Ah oui, on me dit que vous devez traiter les images. Ouais, je me suis oublié. Il y a Glencore qui a 8, la partie querellée a 8 jours pour contester. Les 8 jours sont passés. Donc là où on est là maintenant, tout ce qu'il faut, c'est aller saisir leur compte. Et la convention de Mérida, la convention des Nations Unies contre la corruption, nous donne la possibilité de saisir leur compte, même s'ils sont aux Bahamas, et nous faire rembourser. Mais vous savez pourquoi on n'est pas remboursé? Parce que ceux qui doivent le faire sont encore allés prendre l'argent par derrière. Non, sortons de l'impuissance apprise. Arrêtons de croire que parce que nous avons fait 43 ans avec des gens qui n'aiment pas le Cameroun, qui n'aiment pas les Camerounais, qui n'ont jamais travaillé à résoudre les problèmes des Camerounais, que vous ne trouverez jamais assis en train de réfléchir comme ça. Eh bien moi, je vais vous dire, je n'ai pas eu besoin de trouver un cabinet. J'ai la chance de diriger un parti politique où il y a des experts, des économistes, des juristes, des experts en mines, des experts en tout ce que vous voulez. Nous en avons dans le PCRN. Si vous regardez le préfacier de l'ouvrage que j'ai publié il n'y a pas longtemps, ce que j'ai vu, le manifeste de la rupture et du progrès, disait le nom du préfacier, il dit ce qu'il est. Il est inspecteur des impôts. Il est fonctionnaire. Major de sa promotion à l'ENAM. Connu de tous. Bon, il souffre aussi dans sa carrière parce qu'il a choisi d'aimer son pays. Et il le vit dans sa carrière administrative. Mais je suis même allé plus loin. Vous ne le savez peut-être pas. Il y a plein de Camerounais dans l'appareil d'État qui en ont marre. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui aime son pays, qui lui a besoin de la bonne information pour penser son pays, ben il me la donne. Quand je vous dis que je vais gagner le 12 octobre, il y a même plein de gens que vous voyez là, ils marchent là dehors avec les tenues des autres partis, de mes concurrents, et qui vont me voter. Et ils me le disent, hein. Vous savez, moi je l'ai dit à la dernière conférence de presse ici, moi je ne suis pas dans l'opposition en train de chercher à débaucher des gens dans les autres partis d'opposition. Moi je peux vous donner la liste des élus et autres cadres d'administration avec qui je travaille. J'ai même envie de vous dire que j'ai déjà la liste des gens avec qui, en plus de ce que nous avons dans le parti,
avec qui on va prendre le Cameroun en main dès le lendemain du 12 octobre 2025.